20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Oh, god damn it! Mais attends. Mais dis... Et... Qu'est-ce qu'ils font, là? Mais ils font quand même pas... Oh, les parasites! Et terre! Hé, Lune! T'as quoi dans l'œil, là? Tes humains, je commence à en avoir par-dessus la caboche. Littéralement. Regarde, ils m'ont crevé un œil. Et en plus, je crois qu'ils m'ont planté un truc sur la tête. Et désolé, hein, il pensait pas à mal. Je suis sûre que c'était pas contre toi, il voulait juste te rencontrer, je pense. Hein. Me rencontrer? Ils me voient déjà toutes les nuits, de loin, ça leur suffit pas? Eh, mais c'est des explorateurs, hein? Merci les explorateurs, j'ai l'air d'un fion, moi, maintenant. Oh, ça te va plutôt bien, en plus, moi, je trouve. Et puis, tu peux pas dire que c'est pas incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Oh bah si, t'inquiète, j'arrive à y croire. Ce que j'ai du mal à croire, par contre, c'est que la vie tient toujours. Parce que quand t'as commencé les premiers tests, bah, je dois t'avouer que je pensais pas que ça tiendrait aussi longtemps. Non mais, tu crois quoi, toi? J'ai tout prévu, moi, pour que ça tienne, hein? Mais comment tu as fait? Alors, c'est une histoire assez longue. Donc je veux bien te la raconter, mais ça va au moins mettre 50 ans, hein. Bah, tes humains m'ont réveillé maintenant, alors tant qu'à faire, raconte. Ok, alors c'est parti. Laisse-moi te raconter l'histoire de la vie. Tout part d'il y a 4 milliards d'années, où tout plein de comètes sont venues se poser un peu précipitamment. Elles ont apporté avec elles une ribambelle d'éléments chimiques inconnus. Et parmi ces éléments, il y en a 6 qui ont retenu mon attention. Alors oui, tu vas me dire 6, c'est pas grand-chose. Mais tout est parti de là. Il n'en fallait absolument pas plus pour que la vie apparaisse au fond de mes océans. Alors, au début, c'était simplement des minuscules organismes qui se sont lentement développés. Et 3,8 milliards d'années plus tard, boum, on en est là. Des millions d'espèces différentes. Mais tout est parti d'un truc si minuscule. Eh oui! Impressionnant. Et après, t'as fait quoi? La première chose à savoir, c'est que pour que la vie fonctionne, il lui faut de l'énergie. Et aujourd'hui, toute l'énergie utilisée par tous les êtres vivants vient du même endroit, le soleil! Avec tous les rayons et la chaleur qu'il envoie à travers sa lumière, t'inquiète même pas qu'il y a de quoi tenir. Ensuite, il faut des matériaux, des briques pour construire les organismes par exemple. Et tout ça, c'est déjà présent sur place. C'est les composés chimiques dont je parlais tout à l'heure. Parmi eux, tu as le CO2 dans l'air. Tu as aussi les minéraux dans le sol. Mais la vraie star de la vie, ça reste l'eau, et l'eau sous sa forme liquide. Bien, maintenant qu'on a les ingrédients, que la vie soit! Tout commence avec les végétaux. Alors, il faut que tu ralentisses un peu le temps pour être à leur échelle. Mais en gros, les végétaux, c'est eux les big boss de la vie. C'est les plus nombreux, les plus lourds, les plus grands et même les plus vieux de tous. Et surtout, note bien, ce sont les producteurs. Comment ça, les producteurs? En gros, c'est juste eux qui produisent la matière organique et l'énergie vitale de tous les êtres vivants. Ah ouais, rien que ça. Alors ouais, rien que ça. Et tout ça dans une simple feuille, un simple petit brin d'herbe. Mais comment ils font? En fait, ils ont mis au point le mécanisme le plus magique de tous les temps. La photosynthèse. Oui. Je vais faire simple. S'il te plaît, ouais. Parmi les cellules des végétaux, il y a les chloroplastes. C'est des mini-usines chimiques, en fait, si tu veux. Donc, tu prends le CO2 que tu trouves dans l'air et tu ajoutes de l'eau que tu trouves dans le sol. Et tu fais entrer la lumière du soleil. Le CO2 et l'H2O vont réagir chimiquement ensemble et se mélanger. En fait, plus précisément, pour expliquer ça de manière un peu bébête, tu prends 6 CO2 plus 6 H2O qui emprisonnent la lumière et qui donne C6H12 au 6 plus 6 O2. Tout compris. Ainsi, en formant la molécule de glucides, c'est-à-dire de sucre, ils arrivent à emprisonner l'énergie lumineuse en la transformant en énergie cette fois chimique. Et là, boum, ça fait des toutes petites batteries prêtes à être utilisées pour tout ce que tu veux. Ah ouais, balèze!
Et ils s'en servent pour quoi? Pour tout. Ils peuvent grandir, se défendre, se reproduire, communiquer, ils peuvent vivre en fait. Oh, système parfait. Et après? T'en poses des questions. Ensuite, pour que les ressources ne s'épuisent pas, il faut en partager une partie. Et pour ça, il y a les animaux. On les appelle les consommateurs, car pour le coup, eux sont incapables de produire de l'énergie à partir du soleil. Il faut encore ralentir un peu le temps. Ils ont besoin de manger d'autres organismes pour récupérer leur batterie solaire. Les animaux sont assez fascinants pour plusieurs points. Ils sont doués de mouvement, ils peuvent bouger dans l'environnement et donc directement interagir avec lui. En fait, chaque espèce évolue dans une réalité complètement différente, faite de couleurs, de sons, d'odeurs, de goûts, de sensations tactiles. Il y en a de toute taille et de toute forme, c'est fascinant. Il y a d'abord les consommateurs de premier ordre, c'est-à-dire ceux qui vont manger les végétaux. Les véganes, tu veux dire? Oui, voilà, les végans si tu veux. Ce sont les ambassadeurs entre le monde végétal et animal. En mangeant les plantes, ils récupèrent donc les toutes petites batteries. Celles-ci vont se déplacer partout dans le corps où l'énergie est nécessaire pour fonctionner. Et là, attention, accroche-toi parce que c'est ouf! Vas-y, je m'accroche. J'ai pas de bras, mais je m'accroche. Et bah ces batteries, ils peuvent pas s'en servir. Ces ballots, il leur manque la clé. Ouh, mystérieux. Eh, n'est-ce pas? Du coup, cette fameuse clé, c'est tout simplement l'oxygène qui a été libéré pendant la photosynthèse. Les animaux, en respirant, vont faire passer l'oxygène dans leur sang, puis ils vont en envoyer partout où il y a des batteries. Et lorsqu'elles vont être mises en contact, la réaction inverse de la photosynthèse va se produire. En gros, pour faire simple, C6H12O6 plus 6O2 libère l'énergie qui donne 6CO2 plus 6H2O. Et l'énergie ainsi libérée pourrait être utilisée par l'animal pour se nourrir, grandir, se reproduire, se défendre ou s'enfuir. Ah, le délire! Mais c'est trop bien foutu! En plus, c'est donnant-donnant, c'est hyper complémentaire! Eh ouais, tu l'as dit mon petit Orbite, et c'est pas fini. Ensuite, t'as les consommateurs de deuxième ordre. Eux sont incapables de récupérer l'énergie des végétaux. Ils vont donc la prendre à d'autres animaux, et par la même occasion, réguler les populations. Pourquoi? Parce que sinon, ces gros goinfres d'herbivores finiraient par faire disparaître tous les végétaux disponibles, et ça en serait fini de la vie. Mais les véganes herbivores, ils se laissent manger sans broncher? Eh ben non, quand même pas. Ils sont pas stupides. Les prédateurs n'arrivent pas souvent à attraper les proies. En général, c'est les plus faibles qui se font attraper. Mais là, je t'apprends rien. Mais pour éviter qu'ils soient trop gourmands, on a les consommateurs de troisième ordre, les super prédateurs. Comme moi. Pas du tout. Positionnés en haut de la chaîne alimentaire, ils sont responsables de la régulation de toute la pyramide. Eux ne seront régulés que par la présence des proies. Ils se doivent donc de faire attention à tout l'effectif. C'est une place de très haute responsabilité. Ce sont les gardiens de la pyramide. Mais dis-moi à terre! Quand un prédateur tue une proie, il mange tout? Non. Ils laissent toujours des restes qu'ils ne mangent pas. Et ce qu'ils mangent va être digéré. Enfin, seulement les éléments utiles pour vivre seront gardés. Le reste sera, délicatement acheminé vers la sortie, sous forme de bouillie ou de liquide jaunâtre. Ah, c'est dégueulasse de laisser ça n'importe où! Ouais, c'est complètement dégueulasse. Mais on a les décomposeurs. Et eux, ce sont des animaux qui vont récupérer leur énergie vitale de toute cette matière organique laissée de côté. C'est un peu les champions du recyclage. Oh. Certains sont spécialisés dans les restes d'animaux, alors que d'autres vont être plus friands des restes de végétaux. Il y en a même qui vont se nourrir de la bouillie et pondre leurs œufs dedans. C'est dégueulasse. Ah bébé, je vois bien en quoi c'est super important, mais enfin, faut avouer que ça fait pas rêver comme existence. C'est clair qu'il y a plus classe. Mais pour autant, c'est l'un des modes de vie les plus nobles. Car produire des déchets, c'est inévitable. Mais ne pas les assumer, c'est lourd de conséquences, car il finira forcément par revenir à l'envoyeur, ou du moins à ses enfants. D'accord, compris. Et après c'est fini. Et non, pas encore. Là, il manque la dernière pièce, les transformateurs.
En fait, ce sont eux qui achèvent tout le travail du cycle. Ils ont le pouvoir de décomposer une dernière fois les restes de matière organique pour les ramener à l'état de ressources inorganiques. Donc pour ça, t'as les champignons, les bactéries, les vers de terre, enfin tout ça. Et ainsi, les plantes peuvent récupérer à nouveau ces éléments qui ont traversé l'écosystème pour revenir jusqu'à elles. Et là, la boucle est bouclée. Waouh, Terne, c'est vraiment impressionnant. Mais alors ton cycle, il marche toujours, tout le temps, tout seul, sans s'arrêter. Et oui, et encore mieux, il s'améliore et se complexifie continuellement. La première chose qui fait que ça tient, c'est que c'est très lent. Mais c'est continu. Il a fallu des milliards d'années pour en arriver là. Mais ça a tenu, car le rythme de développement ne dépasse jamais les rythmes des cycles biogéochimiques. Les cycles biogéo quoi? Vas-y, non, laisse tomber, ça va mettre 15 ans à t'expliquer. Ok. Oublie ça. Dis-toi simplement que tous les éléments utiles, comme le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, suivent également un cycle vertueux auquel se connecte l'écosystème. J'aurais pu aussi te parler des dynamiques de population, des niches écologiques, des adaptations comportementales ou bien génétiques, des bioamplifications, des relations entre biomes, des écosystèmes, des espèces nictéraires. Non mais ouais, ça c'est pas grave si tu me racontes pas, en plus je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. Par contre, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Tes humains, ils font toujours partie de ce système? C'est un peu compliqué. Mais alors, autant qu'on parte depuis le tout début. Encore? Eh oui. Bon. Au départ, les humains étaient plutôt des animaux sans prétention dans l'écosystème. Mais dans leur fondement, ils avaient une particularité qui les a très vite différenciés du reste. Une curiosité sans limite. Cette force invisible a pris racine dans leur esprit et les a guidés à travers l'environnement selon des questionnements tels que le pourquoi du comment. Et en devenant experts dans l'art de s'interroger sur le monde, ils ont très rapidement développé une capacité d'adaptation spectaculaire. Ce sont d'éternels explorateurs. Ils ont pu traverser des barrières de pensée, aller au-delà des portes de leur propre perception, qui les ont amenés dans les confins les plus reculés de la réalité. Mais il y a un mystère qu'ils n'ont jamais réussi à totalement élucider. Et qui les rend fous. Le respect du voisinage. Non, pas du tout. Pas du tout. La mort. Ah oui, la question qui tue. La question qui tue. Est-ce que la mort, ça tue? Vraiment, Lune. Cette question restée sans réponse s'est transformée en obsession. Que faire face au temps invisible qui passe? Face à sa force invincible qui les pousse toujours plus vers cette mort qu'ils ne comprennent pas? Alors, obnubilés par un complexe d'existence, une quête de sens de leur passage sur mon dos, ils ont développé la capacité la plus puissante de leur cerveau, l'imagination. C'est-à-dire que ne trouvant pas de réponse dans le monde extérieur, ils ont commencé à créer eux-mêmes leurs propres réponses à travers les premières histoires racontées. Bon, le coup de l'imagination qui crée des histoires, c'est vrai que c'est quand même classe. Mais il ne risque pas de s'écarter de tout ton joli système? Le problème, c'est que la mort qui les terrorise est présente partout dans leur environnement à cause des autres espèces. Du coup, habités par la peur, ils ont fini par créer leur propre système, dans lequel ils pourraient se protéger du reste du vivant. Mais ça, je dois reconnaître qu'il manque pas d'ambition. Et se dire qu'un simple élément parmi tout ton système peut construire son propre système, c'est carrément dément. Ah ça c'est clair. En fait, ils sont devenus à la fois et producteurs et consommateurs. En contrôlant les choses, ils arrivent à subvenir à leurs besoins. Et pour ne pas avoir à se contenter de l'énergie naturelle qui leur est donnée, leurs mains ont très tôt confectionné des outils qui au fil des siècles sont devenus des machines de plus en plus sophistiquées, alimentées par une énergie artificielle créée à partir de la chaleur du feu, en utilisant simplement du pétrole, du charbon et des isotopes instables. Attends. Que je comprenne bien, ils ont trouvé le moyen d'utiliser une autre énergie que celle qui leur est naturellement accordée, à partir de ressources qui n'étaient pas là pour eux à la base. Et ils en utilisent de plus en plus. Ouais, c'est complètement du détournement de fonds énergétiques. Et puis, c'est pas du tout synchro avec tous tes cycles biogéo-machin, ça peut pas tenir à long terme. Ils vont finir par tout prendre, et donc tout perdre, et moi je vais te perdre toi. Mais c'est pas de leur faute. Ils peuvent comprendre comment fonctionnent les phénomènes les plus complexes comme les phénomènes les plus lents. Mais quand il s'agit d'agir comme tous les autres animaux, c'est leurs émotions qui les guident, pas la raison. Et émotionnellement, ils sont bloqués dans l'échelle temporelle d'une vie humaine. Et c'est combien de temps ça, une vie de humain? C'est à peu près une centaine d'années, plus ou moins. Au-delà... Au-delà, c'est un peu chaud pour eux. Ah ouais, mais c'est ridicule! Et toi, ça te fait pas peur? Enfin, t'as pas l'air de voir les conséquences de leurs actes. Ils sont en train de transformer tous tes beaux paysages dans leur propre intérêt.
Mais peut-être qu'au début, ils ont juste voulu se protéger des autres animaux, mais qui va protéger tous les animaux du toujours plus humain? Parce que là, clairement, ça va partir en autre boudin. Mais ça va, abuse pas, ils font ce qu'ils peuvent pour le bien de leur espèce. N'importe quelle espèce ferait pareil si elle était capable de confectionner des outils aussi extraordinaires que ceux des humains. Ils ne font que se protéger. Tout ce qu'ils veulent, c'est être heureux et en bonne santé. On va pas leur en vouloir, t'aurais fait la même chose. Et puis regarde ce qu'ils arrivent à créer. Les monuments, les arts, toutes ces choses qui sortent de leur esprit fertile, c'est d'une beauté qui est vraiment à couper le souffle. Terre, c'est ton souffle qu'ils vont finir par couper si tu les laisses faire. Et puis être heureux et en bonne santé, laisse-moi rire. C'est le plus aberrant avec ce système qu'ils essayent à tout prix de maintenir. Ils sont des milliards à vivre dans la misère et dans la fange, pendant que des centaines de millions vivent dans la fange et l'insatisfaction. Comment ça? Tiens, ça crève les yeux là, regarde-les dans leur société de consommation. Maintenant, le seul objectif d'une vie en Occident, c'est de gagner du temps. Encore et encore. Et puis dans cette boulimie d'énergie artificielle, ils finissent par ne même plus utiliser leur énergie naturelle. Et même pas le temps de s'ennuyer non plus d'ailleurs. Tout est fait pour que le surconsommateur passe son temps à faire du shopping, à regarder des écrans, se palucher ou à jouer à des applications débiles devant lesquelles une quantité infinie de publicités leur montre comment encore gagner du temps, éviter d'utiliser leur énergie naturelle. Non mais gagner du temps pour avoir le temps de regarder comment gagner du temps. On marche sur la tête. En plus, leur vie fout le camp pour les dirigeants de multinationales. Il faut surtout pas que le surconsommateur soit heureux, comblé, satisfait. Bah non, parce que sinon, ils auront plus besoin d'acheter des gadgets futiles. En plus, ils sont sans arrêt comparés à une beauté et un bonheur sous cellophane complètement faux qui les incite à dépenser toujours plus de brosouf. Et c'est même pas seulement l'argent qu'ils jettent par les fenêtres, mais c'est aussi leur liberté d'esprit, leur capacité de recul, leur altruisme et leur libre arbitre. Ils sont dégueux, je les déteste. Suffirait simplement qu'ils prennent le temps de penser, de vivre. Prendre le temps de lire les étiquettes de produits destructeurs qu'ils achètent par tonnes et qu'ils jettent l'instant d'après. Ou qu'ils prennent simplement le temps de réfléchir à leur vie et ce qu'il leur faut pour être heureux au lieu d'attendre qu'une multinationale leur dise quoi faire. Prendre le temps de faire les choses eux-mêmes, avec l'énergie naturelle qui coule dans leurs veines, même si, ok, je vois bien, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais ça leur permettrait au moins de redevenir acteurs de leur vie plutôt que de simples figurants. Suffirait simplement qu'ils prennent le temps de prendre le temps. Et qu'au lieu de se perdre dans la frustration, ils réapprennent à savourer le contentement, le petit rien. Mais à la place, qu'est-ce qu'ils font? Ils soutiennent le système qui les tue à petit feu et qui maintient le reste de leur espèce dans la misère et la pollution. Et encore, s'il y avait que leur destin en jeu, mais regarde dans quel état tu es. Terre, t'as vu ta tronche? Combien d'animaux ont disparu? Combien d'arbres ont été coupés? Combien de rivières sont polluées? Combien de tonnes de déchets ont été jetés? Combien de trous sur ta jolie peau? En plus, t'as de la fièvre, t'as quasiment plus de banquise et t'as un nouveau continent. Alors s'il te plaît, Terre, tu leur fais une bonne ère glaciaire, tu te débarrasses de vite avant qu'ils aient ta peau. Mais tu comprends pas? Tu comprends pas que si les humains disparaissent, on disparaîtra avec eux? Et de quoi tu parles, Terre? Mais regarde-nous, des yeux et une bouche. Tu crois vraiment que c'est toi la vraie lune? Et tu crois vraiment que c'est moi la vraie terre? On n'est que de la pâte à modeler, inanimée, sans vie. On n'existe que dans l'illusion d'une série de photos mises à la suite. Tout ce qu'on dit a été écrit à l'avance. Nous ne sommes que les personnages d'un film. On n'existe qu'à travers les yeux des humains qui nous regardent. Sans eux, en fait, on n'est rien du tout. Même avec eux, en fin de compte. Notre existence, c'est qu'un mensonge, perdu dans les chemins synaptiques de leur cerveau. La vraie Terre, elle s'en sortira. Elle porte autant le temps que l'énergie dans sa force infinie. Et même s'il lui faut 1 milliard d'années pour s'en remettre, elle s'en remettra. Tu sais, Terre, je crois savoir comment les humains arrivent finalement à traverser le temps et à affronter la mort. Comment? C'est tout simplement grâce aux souvenirs portant le témoignage de leur passage sur Terre. Réchauffés par la flamme de l'amour pour leur père, ce sont les diamants les plus éclatants qui protègent les images sous carapace. Mémoire du sourire exaltant du proche disparu dans l'espace. C'est cela le plus épatant, car tant qu'il leur reste une trace,
l'être trépassé glisse parmi les temps. Une partie de lui jamais ne s'efface. Quand celui qui se souvient à son tour se perd, l'humain quitte alors les sentiers de la lumière. Toi et moi, nous n'aurons jamais la chance de jouir d'une véritable existence. Mais voilà que sans l'avoir demandé, parti de rien, on nous accorde une place dans la mémoire extraordinaire des humains. Ah, parce que les humains sont extraordinaires maintenant. Bien sûr qu'ils le sont. Faudrait être stupide pour pas s'en rendre compte. Mais Terre, si j'étais si dur avec eux, c'est parce que je m'inquiète pour toi. Moi, j'ai peur de perdre mon ami. Mais je sais maintenant que c'est justement grâce à eux que tu es là. Avec moi. Bah moi j'ai peur pour eux. S'ils continuent comme ça, ils vont disparaître. Et les dernières traces de leur existence, ça sera quoi? Des déchets, des restes, et ils s'en rendent même pas compte en plus. Bah t'inquiète pas, Terre, ils vont pas disparaître. Ils savent déjà quoi faire, ils ont trouvé des alternatives. Et certains ont même commencé à faire plus attention. Oui, mais faire attention, mais pour que ça marche, il faut que tout le monde s'y mette. Tu l'as dit toi-même, les dirigeants sont aveuglés par la course au profit, et ceux qui n'ont pas assez d'argent, ils ont même pas le choix en fait. Ça semble complètement impossible. Mais ils pourraient encore te surprendre. Regarde, depuis le début du film, on ne parle que du temps. Mais il y a une autre force fondamentale qu'on a oubliée. Et que moi je connais super bien. La gravité. La gravité. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Je comprends pas du tout. La gravité agit sur les mécanismes psychosociologiques des humains. Les hommes d'aujourd'hui ont exactement le même cerveau que les premiers Homo sapiens. Un cerveau construit pour leur survie. Et dans leur cas, la survie se fait par l'appartenance à un groupe. Et que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, l'humain finit toujours par suivre le plus grand nombre pour survivre. Le poids du nombre, c'est ça la clé de leur destin. Donc, il n'y a pas besoin que 100% des humains se mettent à faire attention à ce qu'ils mangent, ce qu'ils achètent, ce qu'ils jettent ou ce qu'ils font. Il suffit simplement de 51%. Une fois le 50% dépassé, tous les mécanismes qui bloquaient la prise d'acte conscient deviendront moteurs. Et enfin, ce sera l'irresponsabilité qui deviendra marginalisée. Mais t'es sûr de toi là? Non, pas du tout, mais j'y crois. Bon. Alors moi aussi j'y crois.